Ce texte a été réalisé pour la chaîne YouTube Romances et Donnichlat. Le vent d'automne faisait frémir les feuilles dorées des grands chênes qui bordaient la pelouse d'honneur du château de Valois. En ce deuxième dimanche d'octobre, la province entière s'était réunie pour assister au dénouement du concours de tir, le plus excentrique et le plus scandaleux de la décennie. Le défunt comte de Valois, vieil original sans héritier direct, avait stipulé dans son testament que sa plus belle propriété, un domaine de plusieurs centaines d'arpents de forêts et de terres fertiles, reviendrait à celui ou celle qui remporterait le tournoi de tir à la carabine de cette année. Pour la haute société, réunie sous les tentes de toile blanche, l'issue ne faisait aucun doute. Le marquis Christian de Vence, voisin immédiat du domaine et tireur hors pair, était devenu réclamer ce qu'il considérait déjà comme son bien légitime. Christian se tenait près du pas de tir, sa silhouette haute et élégante se découpant sur le ciel gris. Il portait une redingote de drap sombre ajustée qui soulignait la largeur de ses épaules, et ses cheveux noirs étaient légèrement agités par la brise. D'un geste machinal, il fit tourner lentement son anneau sigillaire autour de son doigt, observant la cible avec une assurance tranquille. À ses côtés, les murmures de la foule s'éteignirent lorsque le juge du concours annonça son nom pour le tir décisif. Christian épaula sa carabine avec une grâce fluide, fruit d'années d'entraînement et d'une discipline militaire stricte. Il prit une inspiration, se figea une seconde, et le coup partit. La détonation fit s'envoler un vol de corbeaux au loin. Un instant plus tard, le marqueur agita son drapeau rouge au niveau du centre de la cible. Le projectile avait frôlé le cœur absolu du carton blanc. Un tonnerre d'applaudissements éclata parmi les invités de marque. Christian abaissa son arme, un sourire à peine perceptible dessinant le coin de ses lèvres. Il salua la foule d'un léger signe de tête, convaincu que la victoire était acquise. C'est alors que le juge appela le dernier concurrent inscrit sur la liste. Un silence incrédule s'abattit sur l'assemblée lorsque Geneviève Mercier s'avança vers le pas de tir. Elle ne portait ni la soie lourde des grandes dames de la province, ni les ornements extravagants des spectatrices qui l'observaient avec dédain. Sa robe de laine grise, bien que propre et ajustée avec soin, trahissait la ruine récente de sa famille. Le baron Mercier, son père, avait accumulé tant de dettes que leur propre demeure menaçait d'être saisie. Pour Geneviève, ce concours n'était pas un divertissement mondain, mais l'unique chance de sauver les siens de la misère absolue. Elle tenait sa carabine, une arme de chasse usée au bois patiné, avec une fermeté qui surprit les hommes présents. En passant près de Christian, elle croisa son regard sombre et hautain. Le marquis la considéra avec une condescendance polie, inclinant légèrement la tête, comme pour saluer l'audace d'une enfant égarée. Geneviève ne faiblit pas. Elle redressa légèrement le menton en rétrécissant les yeux, évaluant la distance de la cible avec une froide concentration qui fit perdre son sourire au marquis. Geneviève s'installa au pas de tir. Elle sentait le poids des regards méprisants de la noblesse locale, les chuchotements moqueurs des dames sous les tentes, et surtout, l'attention brûlante de Christian de Vence dans son dos. Elle fit abstraction du bruit, du vent qui menaçait de dévier sa trajectoire, et de la fatigue qui engourdissait ses bras. Elle y épaula l'arme. Le bois froid contre sa joue lui rappela les matinées d'hiver passées à chasser avec son oncle pour nourrir la maisonnée. Elle visualisa le centre de la cible, là où la balle de Christian s'était logée, juste 1 millimètre trop à gauche. Elle ajusta sa visée, en tenant compte de la brise légère qui venait de l'est. Elle retint son souffle. Le monde, autour d'elle, sembla s'effacer pour ne laisser que le cercle noir au bout de son canon. Le coup partit dans un fracas qui fit sursauter les spectateurs les plus proches. Pendant quelques secondes, le temps parut suspendu. Personne ne respirait sous les tentes. Le marqueur courut vers la cible, s'arrêta et examina le carton avec une attention presque religieuse. Lorsqu'il se tourna vers la foule, son visage était pâle d'incrédulité. Il leva lentement son drapeau jaune,
le signal de la cible parfaite, touchée en plein centre. La balle de Geneviève avait traversé le cœur exact du carton, délogeant virtuellement celle du marquis. Un murmure de stupeur s'éleva de la foule, suivi d'un silence de plomb. Une jeune femme sans fortune venait de remporter le domaine de Valois, privant le plus puissant seigneur de la région d'une terre qu'il convoitait depuis des années. Geneviève abaissa son arme, le cœur battant à tout rompre, mais le visage impassible. Elle redressa à nouveau le menton, fixant le juge qui semblait incapable de prononcer le verdict. « Le tir est valable », finit par déclarer le vieil homme d'une voix tremblante. Mademoiselle Geneviève Mercier est déclarée vainqueur du tournoi et propriétaire légitime du domaine de Valois. Des applaudissements polis et épars s'élevèrent, rapidement étouffés par les murmures indignés de l'aristocratie. Geneviève sentit une immense vague de soulagement l'envahir. Son père et ses sœurs étaient sauvés. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter le pas de tir, une ombre imposante se projeta sur elle. Christian de Vence s'était approché. Son visage, habituellement si calme et impénétrable, laissait transparaître une tension extrême. Ses yeux sombres brillaient d'une colère contenue, et ses doigts serraient son anneau sigillaire avec une force qui blanchissait ses articulations. Il la regarda de toute sa hauteur, ignorant la foule qui les entourait et les observait avec une curiosité avide. « Toutes mes félicitations, mademoiselle Mercier », dit Christian d'une voix basse et vibrante, dont le ton glacial contrastait avec la politesse des mots. « Votre adresse est remarquable. »« Je vous remercie, monsieur le marquis », répondit Geneviève en soutenant son regard sans ciller. « Le hasard de la brise m'a sans doute été favorable. »« Le hasard n'a rien à voir avec la précision de votre tir, » répliqua-t-il, en faisant un pas de plus vers elle, réduisant l'espace qui les séparait au point qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle dans l'air frais. « Vous avez joué pour une mise immense et vous avez gagné. Mais sachez que le domaine de Valois partage ses frontières avec mes propres terres depuis 3 siècles. Cette terre appartient à ma famille par l'histoire, sinon par ce testament ridicule. »« L'histoire change parfois de cours, monsieur, » dit-elle, avec un calme provocateur. « Aujourd'hui, la loi me donne ce domaine, et j'ai bien l'intention d'en prendre possession dès demain. » Christian la fixa, ses yeux noirs sondant le visage de la jeune femme, comme pour y chercher une faille, une hésitation, un signe de faiblesse. Mais il ne trouva que de la fierté et une résolution inébranlable. Autour d'eux, les spectateurs commençaient à s'approcher pour assister à la confrontation. Le scandale était désormais public, et la réputation du marquis venait de subir un affront que la bonne société n'oublierait pas de sitôt. Christian recula d'un pas, son visage se figeant dans un masque de marbre aristocratique. Il inclina la tête avec une froideur cérémonieuse. « Nous en reparlerons très bientôt, mademoiselle Mercier, soyez-en assurée. » Il fit demi-tour et s'éloigna d'un pas rapide vers son équipage, laissant Geneviève seule au milieu de la pelouse, entourée par les chuchotements de la foule. Elle avait remporté la terre, mais elle venait de se faire un ennemi redoutable qui n'accepterait jamais de voir son honneur et ses terres lui échapper ainsi. La petite maison des Merciers, située à la lisière des bois de Valois, sentait le feu de cheminée et la lavande séchée. C'était une demeure modeste, dont les parquets usés et les rideaux élimés témoignaient d'une grandeur passée depuis longtemps oubliée. Le lendemain de sa victoire, Geneviève s'efforçait de retrouver le calme de son quotidien. Elle s'occupait de la vieille théière en étain dans la cuisine, tandis que son père, le baron Mercier, était assis près de l'âtre. L'homme, affaibli par la maladie et brisé par des années de soucis financiers, tenait entre ses mains tremblantes une pile de lettres de créanciers. Malgré la joie de la veille, la réalité les rattrapait déjà. Le domaine de Valois était une bénédiction, mais il ne réglerait pas immédiatement les dettes accumulées qui menaçaient de les jeter à la rue avant la fin de l'automne. Soudain, le grondement sourd d'un attelage lourd fit vibrer les vitres de la pièce. Geneviève s'approcha de la fenêtre et écarta le rideau de dentelle. Une magnifique berline noire, tirée par 4 chevaux de race et arborant les armoiries de la maison de Vence, venait de s'arrêter devant leur barrière de bois. Un laquais en livrée se hâta d'ouvrir la portière,
et le marquis Christian de Vence en descendit. Dans la lumière grise du matin, sa haute silhouette dégageait une autorité naturelle qui contrastait cruellement avec la simplicité du jardin des Merciers. Le cœur de Geneviève rata un battement, mais elle se força à garder son calme. Elle lissa les plis de sa robe de laine et se tourna vers son père. « Restez assis, mon père. Je vais recevoir notre visiteur. » Avant même qu'elle n'atteigne la porte, celle-ci s'ouvrit sur le marquis. Christian entra dans le petit salon, sa présence imposante semblant soudain réduire l'espace de la pièce. Il ôta son chapeau haut de forme et ses gants de cuir avec une lenteur calculée, révélant ses mains fines et l'anneau sigillaire qu'il fit tourner une fois autour de son doigt. Ses yeux sombres balayèrent le salon, s'arrêtant un instant sur le baron affaibli, avant de se fixer sur Geneviève, avec une intensité presque intimidante. « Monsieur le marquis », dit Geneviève, en inclinant légèrement la tête, feignant la surprise. « Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt sur mes nouvelles terres. »« Vos terres, mademoiselle, sont encore un concept bien théorique, » répondit Christian d'une voix basse et calme, qui fit frissonner la jeune femme. « Le testament du comte de Valois est une chose, la réalité administrative et financière en est une autre. » Le baron Mercier tenta de se lever, mais Christian lui fit un signe de la main respectueux, bien que ferme, pour l'inviter à rester assis. « Monsieur le baron, je ne suis pas venu ici pour vous tourmenter. Je suis venu proposer une solution à une situation qui, si nous n'y prenons garde, nous ruinera tous les deux. » Geneviève fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre son père et le marquis. « Expliquez-vous, monsieur. Si vous êtes venu ici pour contester mon tir ou tenter de récupérer Valois par des menaces, vous perdez votre temps. » Christian posa ses gants sur la table de bois brut et croisa les bras. Un léger sourire, dénué de chaleur mais empreint d'une assurance absolue, apparut sur ses lèvres. « Vos créanciers n'attendront pas que vous vendiez le premier arbre de Valois pour exiger leur dû, mademoiselle Mercier. En réalité, j'ai pris la liberté de racheter la totalité de vos dettes ce matin même auprès de l'usurier de la ville. » Le baron Mercier laissa échapper un faible gémissement, tandis que Geneviève sentait le sang se glacer dans ses veines. Elle serra les poings, le menton redressé, refusant de montrer sa panique. « Vous nous tenez donc à votre merci, murmura-t-elle. C'est une bien piètre vengeance pour un homme de votre rang. »« Ce n'est pas une vengeance, c'est une opportunité, » répliqua Christian. Ses yeux s'adoucirent imperceptiblement lorsqu'il remarqua la pâleur de ses joues et la fierté indomptable qui brillait dans son regard. Il s'approcha d'elle, si près qu'elle put sentir le parfum de cuir et de tabac blond qui émanait de sa redingote. « Je n'ai pas l'intention de vous jeter à la rue. Je vous propose un marché. Une revanche, si vous préférez, mais cette fois, elle se jouera devant l'autel. » Geneviève le dévisagea, incrédule. « Un mariage? Vous voulez que je vous épouse? » ?»« Précisément. En m'épousant, vous devenez la marquise de Vence. Vos dettes sont définitivement effacées. Votre père est mis à l'abri du besoin pour le reste de ses jours. Et vos sœurs recevront des dots convenables. En contrepartie, le domaine de Valois revient dans le giron de ma famille, comme il aurait toujours dû le faire. » Christian fit une pause, observant l'effet de ses paroles. Geneviève respirait rapidement, partagée entre la colère de se voir ainsi achetée et le soulagement immense que cette proposition représentait pour l'avenir de sa famille. « C'est absurde, » finit-elle par dire, la voix tremblante. « Vous me détestez pour vous avoir humilié hier devant toute la province. Pourquoi vouloir lier votre vie à la mienne? L'humiliation d'hier ne s'effacera que si je fais de vous mon épouse, » répondit Christian, sa voix se faisant plus pressante, presque intime. La société verra dans ce mariage le geste d'un grand seigneur qui courtise la femme qu'il a vaincue, et non la défaite d'un marquis. Vous avez pris mon domaine par la force de votre bras. J'exige ma revanche en faisant de vous la maîtresse de ma maison. » Il fit un pas de plus, et avant qu'elle ne puisse reculer, il prit délicatement sa main droite. Ses doigts longs et chauds enveloppèrent la main de Geneviève, dont la peau était légèrement rugueuse à cause des travaux ménagers. Ce contact physique, le premier entre eux, envoya une décharge d'électricité dans tout le corps de la jeune femme.
Christian baissa les yeux sur cette main qui l'avait battu la veille, et un éclair d'admiration sincère passa dans son regard sombre. Vous êtes une femme fière, Geneviève. Je le suis tout autant. Ensemble, nous pouvons faire taire les médisants. Refusez, et vos créanciers vous prendront tout, y compris Valois, avant la fin du mois. Geneviève retira lentement sa main, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda son père, dont les yeux fatigués suppliaient silencieusement pour une issue honorable à leur misère. La proposition de Christian était un piège doré, une cage de soie, mais c'était aussi la seule issue pour sauver ceux qu'elle aimait. Le marquis ramassa ses gants et son chapeau, comprenant qu'il avait posé les pièces de son échiquier. « Je vous laisse jusqu'à demain matin pour réfléchir, » dit-il en s'inclinant avec une politesse parfaite. « Mon messager viendra chercher votre réponse à l'aube. Pensez à votre père, mademoiselle Mercier, et pensez à ce que vous valez réellement dans ce monde. » Il tourna les talons et sortit, laissant derrière lui un silence lourd de conséquences. Geneviève resta immobile au milieu du salon, réalisant que sa victoire de la veille l'avait menée directement au bord d'un précipice bien plus dangereux, celui de devenir l'épouse de l'homme qu'elle avait publiquement défié. Le lendemain matin, le soleil n'avait pas encore franchi la cime des grands pins que Geneviève Mercier franchissait déjà les grilles en fer forgé du château de Vence. Elle n'avait pas voulu attendre le messager du marquis. Attendre chez elle, passive, c'était accepter de subir le destin que Christian de Vence avait dessiné pour elle. Sous sa cape de laine sombre, elle serrait contre sa poitrine un pli de papier scellé à la cire rouge. C'était son arme, sa contre-attaque. Le majordome du château, un homme d'un certain âge au port de tête majestueux, la considéra avec une surprise polie lorsqu'elle refusa d'attendre dans le grand salon de réception. « Veuillez annoncer à monsieur le marquis que mademoiselle Mercier est ici pour lui apporter sa réponse en personne, » dit-elle d'une voix ferme, qui n'admettait aucune réplique. « Et dites-lui que mon temps est aussi précieux que le sien. » Quelques minutes plus tard, elle fut introduite dans le cabinet de travail de Christian. La pièce était vaste, tapissée de bibliothèques en acajou sombre et éclairée par un grand feu qui crépitait dans la cheminée. Christian était debout près de la fenêtre, une tasse de porcelaine fine à la main. Il portait une veste d'intérieur en velours vert bouteille, qui lui donnait un air moins formel que la veille. Mais sa posture restait celle d'un homme habitué à commander. En la voyant entrer, ses sourcils se relevèrent légèrement, et un éclair de curiosité traversa son regard sombre. « Mademoiselle Mercier, dit-il en posant sa tasse sur un guéridon, vous êtes matinale. J'imaginais que vous passeriez la nuit à peser mes arguments. » « Vos arguments étaient clairs, monsieur, » répondit Geneviève en s'avançant jusqu'au milieu de la pièce. « Mais vous avez commis une erreur en pensant que je me contenterais de signer l'acte de capitulation que vous m'avez proposé. » Christian fit tourner lentement son anneau sigillaire autour de son doigt, un sourire amusé étirant le coin de ses lèvres. « Ah? Et quelle est cette erreur ?» Geneviève détacha sa cape et la posa sur le dossier d'un fauteuil de cuir. Elle s'approcha du grand bureau de chêne, où trônait un écritoire en argent. D'un geste décidé, elle y déposa le pli de papier qu'elle avait apporté. « J'accepte de vous épouser, » dit-elle d'une voix claire. « J'accepte que le domaine de Valois soit rattaché à vos terres par les liens du mariage. Mais je n'accepte pas de devenir une simple parure dans votre château, ni de vous abandonner la vie des gens qui vivent sur ces terres. » Christian s'approcha lentement du bureau, son regard fixé sur le document. « Développez, je vous prie. Ce document est un accord privé que nous signerons tous deux, avant que la moindre annonce de fiançailles ne soit faite à la cour, » expliqua Geneviève, le menton levé. « Il stipule que je conserve la gestion exclusive et absolue des fermiers, des baux et des terres agricoles de Valois. Vous aurez la propriété légale, mais je serai la seule à décider du sort des familles qui y travaillent. Je refuse que vos intendants les chassent pour étendre vos forêts de chasse ou pour augmenter vos rendements. » Christian la considéra avec une attention nouvelle. L'amusement avait disparu de ses yeux. Remplacé par une gravité intense, il contourna le bureau et prit le papier. Ses doigts effleurèrent ceux de Geneviève au passage,
et elle dut faire un effort surhumain pour ne pas tressaillir sous la chaleur de ce contact. Il lut le document en silence. Le crépitement du feu était le seul bruit qui rompait le calme de la pièce. Geneviève l'observait, guettant la moindre moue de refus. Elle savait qu'elle jouait le tout pour le tout. Si Christian refusait, elle perdait son unique moyen de protéger les paysans de Valois, qu'elle connaissait depuis son enfance, et condamnait sa propre famille à la ruine. « C'est d'une audace incroyable », murmura enfin Christian en relevant les yeux vers elle. « Vous me demandez de renoncer à l'administration d'une partie de mes futures terres. Aucun homme de mon rang n'accepterait une telle clause de la part de sa future épouse. Aucun homme de votre rang n'a été battu au tir par sa future épouse, répliqua Geneviève, avec un brin de malice dans la voix. Vous vouliez une revanche, monsieur le marquis. La voici. Si vous voulez mon consentement et la paix sociale dans cette province, vous devez accepter que je sois votre partenaire, pas votre sujette. Christian la fixa, visiblement déstabilisé par sa répartie. Pour la première fois, il ne voyait pas en elle une jeune fille acculée par la pauvreté, mais une femme d'une intelligence redoutable, capable de rivaliser avec lui sur son propre terrain. Un sentiment nouveau, qui ressemblait fort à du respect, commença à germer en lui. Il fit un pas vers elle. La distance entre eux devint si infime que Geneviève pouvait voir les nuances dorées dans les yeux sombres du marquis. « Vous tremblez, Geneviève, » dit-il doucement, sa voix perdant de sa froideur habituelle. « De froid, monsieur, » mentit-elle en s'efforçant de garder sa voix stable. Christian baissa les yeux sur ses mains, qui serraient nerveusement le bord du bureau. Sans un mot, il prit ses mains froides entre les siennes. Ses paumes étaient grandes, chaudes et rassurantes. Geneviève voulut les retirer, mais il resserra doucement sa prise, non pas pour la retenir de force, mais pour lui communiquer sa chaleur. Ce geste de tendresse inattendue prit la jeune femme au dépourvu, faisant vaciller sa carapace de fierté. « Vos conditions sont acceptées, » dit-il alors, les yeux ancrés dans les siens. « Je signerai ce document, non pas parce que j'y suis forcé, mais parce que je commence à croire que la marquise de Vence sera bien plus fascinante que je ne l'avais imaginé. » Il relâcha doucement ses mains, prit la plume d'oie posée sur l'écritoire, la trempa dans l'encre noire et apposa sa signature au bas du papier d'un geste fluide et décidé. Il lui tendit ensuite la plume. « À vous, Geneviève. » Elle prit la plume, ses doigts encore tièdes de son contact, et signa à son tour. Le document était scellé. Par cet acte, leur relation venait de changer radicalement. Il n'était plus un créancier et sa débitrice, mais deux alliés liés par un pacte secret. Christian reprit le papier, le plia avec soin et le glissa dans son secrétaire personnel. Lorsqu'il se tourna de nouveau vers elle, son regard brillait d'une lueur de défi. « Maintenant que nos affaires privées sont réglées, préparez-vous, mademoiselle Mercier. Dès ce soir, le monde entier saura que vous m'appartenez. Et ma tante, la douairière, a déjà organisé un dîner pour célébrer notre union. La véritable épreuve commence. » La salle à manger d'apparat du château de Vence brillait de 1000 feux, sous les éclats de 3 grands lustres de cristal. La table de chêne massif était recouverte d'une nappe de dentelle de Bruxelles, sur laquelle reposaient des ménagères d'argent armorié et des verres en cristal de Bohême. Pour cette première apparition officielle de Geneviève en tant que fiancée du marquis, la douairière Augusta de Vence avait réuni la fine fleur de l'aristocratie locale. Autour de la table, les conversations bruissaient de rires étouffés et de regards en biais, tous dirigés vers la jeune femme, assise à la droite de Christian. Geneviève portait une robe de taffetas bleu nuit, prêtée par sa sœur aînée, et hâtivement ajustée pour l'occasion. Bien que démodée par rapport aux toilettes de soie rose et de brocart d'or des autres dames présentes, la couleur soulignait la clarté de ses yeux et la pureté de son port de tête. Elle se tenait droite, refusant de s'appuyer contre le dossier de sa chaise, consciente que chaque mouvement de ses mains et chaque expression de son visage était disséqué par l'assemblée. À l'autre bout de la table, Augusta de Vence,
paré de diamants imposants, régnait sur le dîner comme un général sur son champ de bataille. Elle tapotait régulièrement son éventail fermé contre sa paume gantée, un geste sec qui rythmait les silences de la conversation. « Dites-moi, mon enfant », commença Augusta d'une voix mielleuse, qui fit instantanément taire les autres convives. « On m'a dit que votre défunt oncle vous avait enseigné des activités fort singulières pour une jeune fille de bonne famille. Est-il vrai que vous passez vos journées dans les bois, plutôt que d'étudier le clavecin ou la poésie italienne ?» Un silence de mort s'abattit sur la table. Les invités retinrent leur souffle, attendant de voir la pauvre fille Mercier s'effondrer de honte sous l'allusion à sa réputation de chasseresse. Geneviève sentit la colère lui monter aux joues, mais elle se souvint des conseils de son père sur la dignité. Elle posa délicatement ses couverts sur son assiette et tourna son regard vers la douairière. Elle rétrécit légèrement les yeux, ajustant sa cible mentale avec la même précision que sur le pas de tir. « Il est vrai, madame, que je ne joue pas de la harpe et que mon italien est fort rudimentaire, » répondit-elle d'une voix claire et posée qui résonna dans toute la pièce. « Mon père étant souffrant, j'ai appris des sciences plus pratiques. Je sais tenir les registres d'un domaine, calculer le rendement d'une récolte et veiller à ce que nos fermiers ne manquent de rien durant l'hiver. Quant au tir, c'est une discipline qui exige de la patience, un sang-froid absolu et une parfaite évaluation des distances. Des qualités qui, me semble-t-il, ne sont pas inutiles pour diriger une maison. » Un murmure d'étonnement courut parmi les messieurs. Augusta se rembrunit, surprise par cette répartie qui transformait ses manques en vertu de gestionnaire. « Une marquise de Vence se doit d'incarner l'élégance et les arts, ma chère, » répliqua la douairière avec un sourire condescendant. « La gestion des terres est l'affaire des intendants. Nos ancêtres n'ont pas bâti ce domaine pour que leurs épouses se salissent que les mains avec la plèbe ou manipulent des armes comme de vulgaires braconniers. Vos ancêtres, ma tante, étaient des guerriers qui ont conquis ces terres par l'épée. » Intervint soudain Christian. Sa voix, basse et tranchante comme une lame de rasoir, fit sursauter la douairière. Christian s'était redressé sur son siège. Il fit tourner lentement son anneau sigillaire, fixant sa tante d'un regard si noir que celle-ci en perdit son assurance. « Je trouve au contraire que mademoiselle Mercier fait preuve d'une noblesse d'esprit qui manque cruellement à bien des salons de notre époque, » poursuivit le marquis en tournant son visage vers Geneviève. « Un grand nom ne vaut rien s'il n'est soutenu par la force de caractère. Et je puis vous assurer que ma future épouse possède une force que je n'ai vue chez aucune autre. » Sous la table, à l'abri des regards des invités, Christian glissa sa main vers celle de Geneviève. Ses doigts chauds et protecteurs enveloppèrent que les siens, pressant sa main avec une douceur inattendue. Ce geste secret, cette alliance physique au milieu de l'arène sociale, fit battre le cœur de Geneviève d'un rythme nouveau. Elle y lut non pas de la pitié, mais une admiration sincère et un soutien indéfectible. Christian leva son verre de cristal rempli de vin rouge. « Pourtant, un toast, messieurs, à la future marquise de Vence, puisse-t-elle apporter à notre maison la clarté de son regard et la précision de son esprit. » Les invités, n'osant contredire le maître des lieux, levèrent leurs verres à leur tour, répétant le toast dans un concert de murmures polis. Augusta de Vence fut contrainte de lever le sien, mais ses yeux brillaient d'une rage froide. Elle but une gorgée, puis reposa son verre avec une brutalité qui fit teinter le cristal. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus calme, bien que la tension restât palpable. Lorsque les dames se retirèrent au salon pour le thé, Augusta s'approcha de Geneviève, profitant d'un instant où Christian s'entretenait avec le préfet près de la cheminée. « Vous pensez avoir gagné son cœur avec vos répliques bien tournées, » murmura la douairière à l'oreille de la jeune femme. « Mais Christian est un homme de devoir. Ce mariage n'est qu'une transaction pour récupérer Valois et laver son honneur. Une fois l'alliance scellée, vous ne serez qu'une ombre dans ce château, et je veillerai personnellement à ce que chaque jour passé ici vous rappelle que vous n'êtes pas à votre place. » Geneviève soutint le regard venimeux de la vieille dame sans ciller.
J'ai survécu à la ruine de ma famille, madame. Je doute que vos salons soient plus redoutables que les hivers de Valois. La douairière esquissa un sourire glacial et s'éloigna. Geneviève sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle venait de remporter sa première bataille sociale, et le soutien de Christian avait changé la nature de leur accord. Ils n'étaient plus seulement deux contractants, ils étaient désormais des alliés face à une famille qui ferait tout pour les détruire. Le risque était désormais public et la guerre était déclarée. La chapelle en pierre grise du domaine de Vence était glaciale en ce matin de novembre. L'humidité de l'automne suintait des murs séculaires, et l'odeur de l'encens se mêlait à celle de la cire froide. Il n'y avait ni fleurs pour égayer les bancs de bois sombres, ni foule joyeuse pour célébrer l'événement. Seul le baron Mercier, serrant sa redingote élimée contre sa poitrine fragile, et la douairière Augusta, drapée dans une robe de soie violette au froissement sec, assistaient à la cérémonie. Devant l'autel, le prêtre récitait les liturgies d'une voix monocorde qui résonnait sous les voûtes désertes. Geneviève se tenait droite sous son voile de dentelle blanche, un héritage de sa mère qui sentait le coffre de cèdre. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais à cause du froid pénétrant qui montait des dalles de pierre. À ses côtés, Christian de Vence paraissait insensible à la température. Vêtu d'un habit de cérémonie noire d'une coupe irréprochable, il fixait l'autel avec une solennité presque sévère. Lorsque le moment fut venu d'échanger les consentements, sa voix résonna ferme et sans hésitation dans le silence de la chapelle. Geneviève prononça son engagement d'un ton tout aussi clair, soutenant le regard de l'abbé avec une fierté tranquille. Christian prit alors l'alliance entre ses doigts. C'était un anneau d'or lourd, gravé des armes de sa famille. Il prit la main droite de Geneviève. Ses doigts étaient glacés. D'un geste lent, presque hésitant, Christian fit glisser l'anneau sur son doigt, puis, au lieu de relâcher sa main, il la garda un instant serrée dans la sienne, lui communiquant sa propre chaleur. Ce simple contact, d'une douceur inattendue dans ce cadre si austère, fit monter une vague de chaleur au visage de Geneviève. Quelques minutes plus tard, les signatures étaient apposées sur le registre paroissial. Le mariage était scellé. Geneviève Mercier était officiellement marquise de Vence. La sortie de la chapelle se fit sans effusion. Après de brefs adieux à son père, que Christian fit raccompagner dans sa propre voiture avec la promesse d'un médecin dès le lendemain, Geneviève fut guidée vers la grande berline de voyage qui attendait dans la cour. Le marchepied fut rabattu, la portière se referma avec un bruit mat, et l'attelage s'ébranla dans un crissement de gravier. Le silence s'installa immédiatement dans l'habitacle capitonné de velours sombre. La chaleur d'un petit brasero disposé au sol commençait à dissiper la fraîcheur de la chapelle. Geneviève retira ses gants et observa l'alliance dorée qui ornait désormais sa main. Christian, assis en face d'elle, l'observait en silence. Il fit tourner lentement son anneau sigillaire autour de son doigt, brisant enfin le mutisme qui s'était installé entre eux. « Vous avez été parfaite de dignité, Madame la Marquise, » dit-il, insistant légèrement sur son nouveau titre. « Ma tante cherchait le moindre signe de regret sur votre visage. Elle a été déçue. »« Je n'ai pas pour habitude de regretter mes choix, Monsieur le Marquis, » répondit Geneviève en redressant le menton. « J'ai signé un accord et je le respecterai. » Christian esquissa un léger sourire et se pencha pour ouvrir un coffret de voyage en acajou fixé à la paroi de la voiture. Il en sortit une bouteille de vin de champagne et 2 coupes de cristal taillées. Le mouvement de la voiture, qui tressautait sur les chemins de terre, les rapprocha un instant, et leurs genoux se frôlèrent sous les lourdes couvertures de fourrure de loup. Geneviève sentit son cœur s'emballer à cette proximité forcée. Christian versa le liquide pétillant dans les coupes et entendit une à sa femme. « À notre premier jour en tant qu'époux, » dit-il en levant sa coupe. Geneviève prit le verre, ses doigts effleurant les siens. « À notre alliance, répondit-elle. « Non, pas à notre alliance, la corrigea Christian, ses yeux sombres brillant d'une lueur de défi, qui rappela à Geneviève le regard qu'il lui avait lancé sur le pas de tir. Portons plutôt un toast à notre revanche. » Geneviève suspendit son geste, sa coupe à mi à hauteur.
Notre revanche, le mariage n'était-il pas le dénouement de votre défi? Le mariage n'est que le début, Geneviève, murmura-t-il, sa voix se faisant plus basse, presque caressante, malgré la tension des mots. Vous avez remporté le domaine de Valois grâce à votre adresse. Vous m'avez forcé à plier devant toute la province, mais ici, sous ce toit roulant, et bientôt dans ma demeure, nous sommes seuls. Je vous propose un nouveau duel, une revanche de nos volontés devant cet autel, où nous venons de prêter serment. Geneviève le fixa, fascinée malgré elle par l'intensité de son regard. Et quelles sont les règles de ce duel? Voyons qui, de l'épouse indomptable qui refuse de se soumettre, ou du mari inflexible qui a juré de protéger son nom, fera céder l'autre en premier. Je veux voir si vous parviendrez à me haïr, malgré la vie que je vous offre, ou si je parviendrai à briser cette fierté qui vous tient lieu d'armure. Il approcha sa coupe de la sienne. Le tintement du cristal résonna doucement dans l'habitacle. Relevez-vous le défi, Geneviève. Geneviève le regarda, sentant la provocation éveiller en elle la même adrénaline que lorsqu'elle visait le centre de la cible. Elle comprit que cet homme ne cherchait pas seulement à récupérer ses terres. Il cherchait à la conquérir tout entière, corps et âme. Elle leva sa coupe et à son tour, son menton redressé. « J'accepte, Christian. Mais rappelez-vous d'une chose, je ne manque jamais ma cible. » Ils burent ensemble, leurs regards ancrés l'un dans l'autre, tandis que la berline les emportait vers le château de Vence. Le doute n'était plus permis. Leur mariage de convenance venait de se transformer en un affrontement intime et passionné, dont aucun des deux ne sortirait indemne. La berline franchit le pont-levis de pierre et s'arrêta avec un grincement de frein dans la cour d'honneur du château de Vence. Devant eux s'élevait une immense bâtisse du XVIIe siècle, dont les façades de briques sombres et de pierres blanches imposaient le respect. Le vent s'engouffrait sous le porche monumental, chassant les feuilles mortes sur les pavés. Dès que la portière s'ouvrit, Geneviève découvrit la domesticité du château, alignée en une haie silencieuse et rigide le long du grand escalier. À la tête des domestiques se tenait Madame Dupuis, la gouvernante en chef. Vêtue d'une robe de soie noire austère dont le col de dentelle montait jusqu'au menton, elle tenait un lourd trousseau de clés de fer à la ceinture. Son visage, marqué par des décennies de service sous les ordres de la douairière Augusta, n'affichait aucune chaleur, seulement une politesse glaciale et calculée. Christian descendit le premier, puis il tendit la main à Geneviève pour l'aider à poser le pied sur le pavé mouillé. Elle accepta son soutien, sentant la force de sa poignée de main lui donner le courage nécessaire pour affronter ce nouveau tribunal. Ensemble, ils gravirent les marches de pierre. « Soyez la bienvenue au château de Vence, Madame la Marquise, » dit Madame Dupuis, en s'inclinant d'un angle si minimal qu'il frisait l'impertinence. « Nous avons préparé pour vous les appartements de l'aile Est. Ils sont plus modestes et sans doute plus conformes aux habitudes simples de votre ancienne demeure. » Un silence pesant s'abattit sur la cour. Derrière la gouvernante, quelques jeunes servantes baissèrent les yeux pour masquer leur embarras, tandis que les valets restaient immobiles. La fronde était subtile, mais limpide. La gouvernante, téléguidée par la douairière, tentait d'exiler la nouvelle marquise dans l'aile secondaire du château, celle réservée aux invités de moindre importance ou aux parents pauvres. Geneviève sentit le regard de Christian peser sur elle. Il ne disait rien, observant sa réaction, curieux de voir comment elle allait gérer cette première mutinerie domestique. Il fit tourner lentement son anneau sigillaire, sa posture trahissant une attente vigilante. Geneviève fit un pas en avant, se tenant juste devant la gouvernante. Elle redressa le menton, rétrécissant légèrement les yeux pour fixer la vieille femme avec une assurance tranquille qui fit vaciller le regard de cette dernière. « Je vous remercie pour votre sollicitude, Madame Dupuis, » dit Geneviève d'une voix claire et parfaitement timbrée, qui résonna sous la voûte du porche. « Cependant, mes habitudes simples, comme vous les nommez, incluent une parfaite connaissance des règles de cette maison. Je suis la marquise de Vence. À ce titre, mes appartements sont ceux de la marquise, situés dans l'aile principale, face au jardin du Midi.
Madame Dupuis se rodit, ses doigts se crispant sur son trousseau de clés. Madame la marquise ignore sans doute que ces appartements n'ont pas été habités depuis le décès de la mère de monsieur le marquis, et qu'ils nécessitent de longs préparatifs. Dans ce cas, interrompit Geneviève avec un sourire désarmant, mais d'une fermeté absolue, je vous suggère de mobiliser l'ensemble du personnel dès cet instant pour y remédier. Je inspecterai les lieux avant le dîner. Et puisque vous tenez ces clés, donnez-les-moi. Elle tendit sa main gantée. Madame Dupuis hésita, jetant un regard désespéré vers Christian, espérant que son maître prendrait sa défense pour maintenir l'ordre établi par sa tante. Christian fit un pas de côté, se plaçant juste derrière Geneviève, sa haute silhouette enveloppant presque celle de son épouse. Il posa une main possessive et rassurante sur l'épaule de Geneviève, un geste de tendresse publique qui fit murmurer les domestiques. « Vous avez entendu ma femme, Madame Dupuis », dit Christian d'une voix basse et sans réplique. « La douairière, Augusta, n'est plus la maîtresse de ces lieux. C'est à la marquise que vous devez obéissance désormais. Remettez-lui les clés. » La gouvernante, vaincue, détacha le lourd trousseau et le déposa dans la main de Geneviève. Le métal froid et lourd pesa dans sa paume, symbole concret de sa victoire. « Bien, monsieur le marquis, bien, madame la marquise », murmura la gouvernante en s'inclinant cette fois avec une déférence sincère. « Les bagages de madame seront portés dans l'aile principale sur le champ. » Geneviève tourna les yeux vers Christian. Le marquis l'observait avec une lueur d'admiration non dissimulée dans ses yeux sombres. Il lui adressa un silent nod de respect, un signe de tête à peine perceptible, mais qui en disait long sur le changement de leur relation. Il venait de réaliser que sa jeune épouse n'était pas une victime fragile à protéger, mais une alliée de taille, capable de tenir tête au vent contraire de sa propre demeure. Christian lui offrit son bras. « Entrons, Geneviève. Le vent fraîchit et vous avez un château à gouverner. » Elle glissa sa main sous son bras, sentant la chaleur de son drap de laine contre ses doigts. En franchissant le seuil du grand hall, Geneviève comprit que la dynamique entre eux avait changé. Christian ne la voyait plus seulement comme l'adversaire qui l'avait humiliée au tir, mais comme une véritable partenaire dont il respectait la force. Le premier pas était franchi, mais les salons de la province allaient bientôt tester la solidité de leur union. Le grand salon de musique du château de Vence était baigné d'une douce lumière dorée en cette fin d'après-midi. À travers les hautes fenêtres, on apercevait le parc enveloppé d'une brume légère. Geneviève s'était installée près du piano, feuilletant des partitions anciennes, profitant d'un moment de calme dans son nouveau royaume. Elle portait une robe de chambre en cachemire bleu pâle, un cadeau que Christian avait fait déposer dans son dressing le matin même, et dont la douceur contrastait avec la rudesse de ses anciennes tenues. Le grincement de la porte de chêne la fit se retourner. Christian entra, vêtu d'une tenue de cavalier qui lui allait à ravir. En la voyant ainsi vêtue, ses yeux sombres s'adoucirent d'une manière qui fit battre le cœur de Geneviève un peu plus vite. Il s'approcha lentement, un étui de cuir brun à la main. « Le temps s'est adouci dehors, Geneviève, » dit-il d'une voix basse et calme. « Je me disais que l'air du parc vous ferait du bien, et j'ai pensé que vous aimeriez essayer ceci. » Il posa l'étui sur une table basse et l'ouvrit. À l'intérieur reposait une magnifique carabine de salon, une arme de précision aux gravures d'argent délicates et à la crosse en noyer poli. C'était une pièce d'une rare beauté, conçue pour les tirs de loisirs dans les jardins des grands domaines. Geneviève s'approcha, fascinée. Ses doigts effleurèrent le métal gravé. « Elle est magnifique », murmura-t-elle. « C'est un modèle italien », expliqua Christian, dont le regard ne quittait pas le visage de sa femme. « Plus légère que celle que vous utilisiez au tournoi, mais d'une précision redoutable. Venez, voyons si la marquise de Vence a conservé l'adresse de la demoiselle Mercier. » Quelques minutes plus tard, il se trouvait dans une clairière abritée du parc, où les jardiniers avaient installé une cible de paille à 50 pas. L'air était frais, chargé de l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. Christian chargea l'arme avec des gestes précis et la tendit à Geneviève.
Elle prit la carabine. Le poids était parfaitement équilibré. Elle épaula l'arme, mais le tissu épais de sa cape de laine la gêna dans son mouvement. Christian s'approcha d'elle par derrière. « Permettez, dit-il doucement. Sans attendre sa réponse, il posa ses mains sur ses épaules pour ajuster sa posture. Geneviève sentit le souffle chaud de Christian contre sa tempe et la pression ferme de ses paumes à travers le tissu de sa robe. Sa poitrine touchait presque son dos. Cette proximité physique inattendue la fit frémir, et sa visée devint soudainement instable. « Vous êtes tendue, Geneviève, » murmura Christian à son oreille, sa voix se faisant plus basse, presque caressante. « Vos épaules sont trop hautes, relâchez-vous. » Il fit glisser ses mains le long de ses bras pour guider ses coudes, l'enveloppant presque entièrement de son corps. Le parfum de cuir et de tabac blond qui émanait de lui troubla les sens de Geneviève. Elle tenta de se concentrer sur la cible de paille, mais le battement rapide de son propre cœur résonnait dans ses oreilles. « Vous essayez de me déstabiliser, monsieur le marquis, » dit-elle en s'efforçant de garder un ton léger, malgré le trouble qui l'envahissait. « Est-ce cela votre méthode pour obtenir votre revanche ?»« C'est une méthode comme une autre, » répondit-il avec un brin de malice dans la voix. « Mais je constate que votre assurance faiblit lorsque l'adversaire se tient si près de vous. » Geneviève prit une inspiration lente, tentant de retrouver son calme. Elle se concentra sur le contact de la crosse contre sa joue et sur la chaleur des mains de Christian qui soutenaient ses bras. Elle ajusta sa visée. Le coup partit. La balle frappa le bord extérieur du cercle central. Ce n'était pas un mauvais tir, mais c'était loin de la perfection de sa victoire au tournoi. Christian sourit. Un vrai sourire chaleureux qui illumina son visage habituellement si sévère, révélant une facette de lui que Geneviève n'avait encore jamais vue. Il lui prit délicatement l'arme des mains. « À mon tour, » dit-il. Il chargea la carabine à son tour et épaula avec une aisance décontractée. Geneviève l'observa. La ligne de sa mâchoire était tendue, ses yeux sombres fixés sur la cible avec une concentration absolue. Il tira. La balle se logea au centre exact de la cible. Il abaissa l'arme et se tourna vers elle, un air de triomphe discret dans le regard. « Il semble que le vent ait tourné, Madame la Marquise. » Geneviève s'approcha de lui, le menton redressé, refusant de s'avouer vaincue. Elle posa sa main sur le canon encore chaud de la carabine. « Vous tirez bien lorsque vous n'avez pas de distraction, Christian. Mais qu'en serait-il si la situation était inversée ?» Elle fit un pas de plus vers lui, si près que leurs visages n'étaient plus séparés que par quelques centimètres. Elle leva les yeux vers lui, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Christian se figea, son regard descendant vers ses lèvres avant de remonter vers ses yeux bleus. La tension entre eux devint presque palpable, chargée d'un désir naissant qui balaya toute trace de rivalité. Christian posa lentement la carabine contre un banc de pierre et prit la main de Geneviève. Il fit tourner lentement son anneau sigillaire contre les doigts de sa femme, puis approcha sa main de ses lèvres pour y déposer un baiser brûlant au creux de sa paume. Geneviève sentit un frisson lui parcourir tout le corps. « Vous êtes une adversaire redoutable, Geneviève, » murmura-t-il, sa voix tremblant imperceptiblement. « Mais je crains que ce jeu ne devienne dangereux pour nous deux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit de pas précipités sur le gravier de l'allée les força à s'écarter l'un de l'autre. Un valet s'approcha en s'inclinant. « Monsieur le marquis, un messager vient d'arriver de la ville. Le comte Charles de Montfort sollicite une audience auprès de Madame la Marquise pour demain matin. » Christian se rembrunit instantanément, ses yeux sombres se durcissant à l'évocation de ce nom. Geneviève remarqua le changement immédiat de son attitude. L'ombre de la jalousie venait de planer sur leur clairière ensoleillée. La trêve était terminée et une nouvelle menace planait sur leur fragile intimité. Le grand salon de réception de la préfecture de la province était comble pour le bal de la mi-novembre. Sous la lueur de centaines de bougies, la noblesse locale se pressait dans un froufrou de soie et de velours. C'était la première apparition officielle du couple de Vence dans un grand événement mondain depuis leur mariage précipité. Les murmures et les regards curieux,
les suivaient à chacun de leurs pas. Mais Geneviève, parée d'une magnifique robe de satin émeraude que Christian lui avait offerte, avançait la tête haute, son bras glissé sous celui de son époux. Soudain, la foule s'écarta légèrement pour laisser passer un homme d'une trentaine d'années, d'une élégance presque insolente. Le comte Charles de Montfort portait un habit de brocart d'argent et affichait un sourire en coin qui creusait sa joue gauche. Ancien soupirant de Geneviève du temps où sa famille était encore fréquentable, il n'avait jamais caché son dépit de l'avoir épousé le marquis de Vence. « Madame la marquise, dit Charles, en s'inclinant avec une exagération théâtrale avant de prendre la main de Geneviève pour y déposer un baiser. Vous êtes d'une beauté à couper le souffle ce soir. L'air de Vence semble vous réussir, bien que je doute que la rigueur de ce château convienne à votre tempérament de feu. » Christian se tendit immédiatement à ses côtés. Sa main se crispa sur son anneau sigillaire, et ses yeux sombres se fixèrent sur le comte avec une hostilité glaciale. « Montfort, dit Christian d'une voix basse et menaçante. Je ne savais pas que la préfecture invitait les importuns à ses réceptions. Allons, Vence, ne soyez pas si ombrageux, répliqua Charles, avec une désinvolture provocatrice. Je ne fais que saluer une ancienne amie. D'ailleurs, l'orchestre commence une valse, mademoiselle. Pardon, madame la marquise, me feriez-vous l'honneur de cette danse? Geneviève sentit la tension monter d'un cran. Autour d'eux, les invités s'étaient tus, observant la scène avec une délectation évidente. C'était un défi direct lancé à l'autorité du marquis. Si Geneviève acceptait, elle humiliait son mari en public. Si elle refusait maladroitement, elle passait pour une épouse soumise. Elle s'apprêtait à répondre avec toute la diplomatie dont elle était capable quand Christian intervint. D'un geste ferme mais d'une élégance parfaite, Christian écarta la main de Charles de celle de Geneviève et attira sa femme contre lui. « Cette valse est à moi, Montfort », déclara Christian d'une voix claire et puissante qui résonna dans tout le salon. « Ma femme ne danse qu'avec son époux ce soir. » Sans laisser le temps au comte de répliquer, Christian entraîna Geneviève vers le centre de la piste, alors que les premières notes de la valse s'élevaient de l'orchestre. Geneviève fut surprise par la force et la fluidité avec lesquelles Christian la guidait. Sa main droite, large et chaude, était fermement posée dans le bas de son dos, tandis que son autre main serrait la sienne avec une possessivité qui ne laissait place à aucun doute. Ils tournaient au rythme de la musique, leurs corps si proches que Geneviève pouvait sentir le battement rapide du cœur de Christian contre sa propre poitrine. « Vous êtes jaloux, Christian, » murmura-t-elle en levant les yeux vers lui, un léger sourire défiant sur les lèvres. « Je protège ce qui m'appartient, Geneviève, » répondit-il d'une voix sourde, son regard sombre ancré dans le sien, avec une intensité qui la fit frémir. « Montfort vous regarde comme s'il avait encore des droits sur vous. Je ne permettrai à aucun homme de vous convoiter ainsi. »« C'est de l'orgueil, monsieur le marquis. »« Non, ce n'est plus de l'orgueil, » répliqua Christian en resserrant sa prise sur sa taille pour la rapprocher encore davantage, au mépris des conventions qui exigeaient une distance convenable entre les danseurs. « C'est le regret de ne pas vous avoir rencontré plus tôt, avant que ce stupide tournoi ne nous force à nous affronter. » Geneviève sentit son cœur rater un battement. La sincérité de ses paroles, prononcées au milieu de la foule hostile, balaya ses dernières réticences. Elle posa sa main plus fermement sur l'épaule de Christian, s'abandonnant pour la première fois à sa direction. Ils dansaient comme s'ils étaient seuls dans la pièce, ignorant les murmures des courtisans et le regard furieux de Charles de Montfort, resté au bord de la piste. La valse s'acheva sur une note dramatique. Christian s'arrêta, mais il ne relâcha pas immédiatement sa prise. Il resta un instant à la regarder, sa respiration légèrement courte, ses yeux brillants d'une flamme nouvelle. « Vous voyez, Geneviève, » murmura-t-il, alors qu'il l'aidait à se redresser. « Vous avez gagné mes terres, mais je crains que vous ne soyez en train de gagner bien plus encore. » Il lui offrit son bras pour la guider hors de la piste. Geneviève glissa ses doigts sous son coude, consciente que cette danse venait de changer la donne.
Ce n'était plus seulement un mariage de convenance ou un duel d'orgueil. Christian venait de déclarer publiquement ses sentiments, s'exposant ainsi à la jalousie de ses rivaux et à la colère de sa propre famille. Le piège de leur union venait de se refermer sur eux, mais cette fois, ils y étaient ensemble. La tempête faisait rage au dehors, projetant des rafales de pluie glaciale contre les hautes fenêtres cintrées de la bibliothèque. À l'intérieur, la vaste pièce n'était éclairée que par les lueurs dansantes de l'âtre, et une unique lampe à huile, posée sur un guéridon d'acajou. L'odeur réconfortante du vieux papier, du cuir et du bois de cèdre flottait dans l'air. Geneviève, incapable de trouver le sommeil alors que le vent hurlait dans les cheminées, s'était réfugiée parmi les rayonnages pour chercher des registres concernant les limites territoriales de Valois. En tendant le bras pour attraper un lourd volume relié en veau sur une étagère supérieure, ses doigts glissèrent. Le livre bascula, et en tentant de le rattraper dans l'obscurité, elle heurta le montant métallique d'une grille de protection. Une douleur vive lui traversa la main. Elle laissa échapper un léger gémissement et recula, serrant son poignet gauche. À la lumière de la lampe, elle vit une coupure nette sur le dos de sa main, d'où perlait déjà un sang sombre. « Geneviève ?» La voix de Christian s'éleva de l'obscurité, près de l'entrée. Il était dépouillé de sa veste de jour, portant simplement une chemise de lin blanc, aux manches légèrement retroussées et un gilet sombre. Ses cheveux noirs étaient un peu ébouriffés, lui donnant un air plus jeune et vulnérable que d'ordinaire. Il s'approcha rapidement, le front plissé par l'inquiétude. « J'ai vu de la lumière sous la porte, » dit-il en s'arrêtant devant elle. « Que faites-vous ici à une heure si tardive ?»« Je ne parvenais pas à dormir, » répondit-elle en tentant de dissimuler sa main derrière les plis de sa robe de chambre. « J'ai voulu prendre un livre, et j'ai été maladroite. Ce n'était rien. » Christian ne se laissa pas convaincre. Il fit un pas de plus, réduisant l'espace entre eux, et prit délicatement son poignet pour ramener sa main dans la lumière. En voyant la blessure, ses sourcils se froncèrent davantage. « Vous saignez, » dit-il d'une voix basse, presque reprochante. « Venez près du feu. » Il la guida sans brusquerie vers l'un des grands fauteuils de cuir, disposés devant la cheminée. Geneviève se laissa faire, surprise par l'autorité douce qui émanait de lui. Christian s'éloigna un instant pour s'emparer d'une carafe d'eau pure, d'un bol de faïence et d'un linge de lin propre qu'il trouva sur un buffet de service. Il s'agenouilla ensuite sur le tapis de laine, juste devant elle, plaçant le bol sur ses genoux. Le cœur de Geneviève se mit à battre à un rythme anormalement rapide. Voir le fier marquis de Vence, cet homme qu'il avait défié avec tant d'arrogance quelques semaines plus tôt, agenouillé à ses pieds pour la soigner, était une vision presque irréelle. Christian prit sa main blessée dans la sienne. Ses paumes étaient grandes, chaudes, et ses doigts, longs, manipulaient le linge humide, avec une délicatesse infinie. Il nettoya doucement le sang qui coulait le long de ses doigts, fins. Geneviève tressaillit légèrement lorsque l'eau fraîche toucha la plaie. « Pardon, » murmura-t-il en levant les yeux vers elle. « Je m'efforce d'être aussi doux que possible. Cette main qui a su me battre au tir mérite d'être préservée. » « Je ne savais pas que vous possédiez des talents de médecin, Christian, » dit-elle en s'efforçant de sourire pour masquer son trouble. « À l'armée, on apprend vite à soigner les petites blessures. » Répondit-il sans cesser son travail. « Mais je préfère de loin soigner les vôtres que celles de mes soldats. » Il appliqua une compresse propre sur la coupure et commença à enrouler une bande de lin autour de sa main pour maintenir le pansement. Ses mouvements étaient nés calmes, presque hypnotiques, rythmés par le crépitement du feu et le bruit de la tempête au dehors. Geneviève l'observait. De si près, elle pouvait voir les cernes de fatigue sous ses yeux sombres et la tension qui marquait les traits de son visage. « Vous semblez épuisé, Christian, » dit-elle doucement. « La gestion du domaine vous pèse-t-elle à ce point ?» Christian s'arrêta un instant, ses doigts restant posés sur le bandage qu'il venait de nouer. Il laissa échapper un soupir silencieux, puis se redressa pour s'asseoir sur le rebord du grand canapé en face d'elle,
sans pour autant relâcher sa main. Il fit tourner lentement son anneau sigillaire, le regard fixé sur les flammes. Ce n'est pas seulement le domaine, Geneviève, confia-t-il, sa voix perdant toute la morgue aristocratique qui la caractérisait habituellement. C'est le poids de tout ce que ce nom impose. Mon père est mort en laissant des dettes colossales que j'ai passées les 5 dernières années à rembourser en secret, pour éviter que notre nom ne soit traîné dans la boue. Ma tante Augusta exige un train de vie que nous ne pouvons plus nous permettre, et elle me pousse sans cesse à des choix que je refuse de faire. Il tourna son visage vers elle, et Geneviève fut frappée par la détresse contenue dans ses yeux. Le domaine de Valois était ma seule chance de stabiliser définitivement nos finances, sans avoir à vendre une partie de nos terres historiques, poursuivit-il. Quand vous avez gagné ce tournoi, j'ai cru que tout s'effondrait. Mon arrogance, ma demande en mariage. Tout cela venait de la peur de voir la maison de Vence s'éteindre sous ma garde. Geneviève l'écoutait, muette de surprise. Elle réalisa que l'homme qu'elle avait pris pour un tyran orgueilleux n'était en réalité qu'un fils accablé par le devoir, luttant seul contre la ruine et les intrigues de sa propre famille. Sa colère envers lui s'évanouit, remplacée par une immense vague de compassion et de tendresse. Elle avança sa main libre et la posa doucement sur celle de Christian, couvrant son anneau sigillaire de ses doigts fins. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Nous aurions pu trouver une solution ensemble. » Christian baissa les yeux sur leurs mains unies. Un léger sourire triste apparut sur ses lèvres. « Parce que je suis un Vence et que nous n'apprenons pas à demander de l'aide. Et surtout, parce que je ne voulais pas que la femme qui m'avait vaincu me voie faible. Je voulais que vous me respectiez, Geneviève. Je vous respecte, Christian, dit-elle avec une sincérité absolue, ses doigts se resserrant sur les siens. Bien plus maintenant que je sais quel homme se cache derrière le marquis. Vous n'êtes plus seul à porter ce fardeau. Nous sommes mariés désormais. Votre combat est aussi le mien. » Christian leva les yeux vers elle, et la lueur d'espoir qui brilla dans son regard fut sa plus belle récompense. Il se pencha vers elle, et cette fois, il n'y avait plus de jeu, plus de défi, plus de revanche. Il approcha son visage du sien et déposa un baiser doux, presque hésitant, sur son front, puis sur sa joue, avant de laisser ses lèvres frôler les siennes, dans une promesse silencieuse. La tempête continuait de hurler au dehors, mais dans la bibliothèque du château de Vence, la glace venait définitivement de rompre. Ils n'étaient plus des adversaires liés par un contrat, mais deux âmes qui venaient de trouver leur refuge l'une dans l'autre. Le parc de l'exposition agricole régionale bruissait d'une animation festive sous le pâle soleil de novembre. Des tentes de toile blanche abritaient les plus beaux bétails de la province, des étals de cidre et des pyramides de fruits d'automne. La gentry locale s'y pressait, mêlant les habits de drap fins des messieurs aux robes de promenade des dames. Mais sous cette apparente bonhomie paysanne, les intrigues de salon allaient de bon train. Dans la calèche qui les menait à l'événement, le silence était lourd. Christian observait Geneviève, qui serrait contre elle un petit sac de velours noir. Le marquis fit tourner lentement son anneau sigillaire, brisant enfin le mutisme. « Vous êtes bien silencieuse ce matin, Geneviève, et vous cachez ce sac, comme s'il contenait les secrets de l'État. » Geneviève redressa le menton, rétrécissant légèrement les yeux. Elle savait qu'elle ne pouvait plus lui cacher la vérité. Elle ouvrit le sac et en sortit une liasse de lettres confidentielles et un grand registre de comptes qu'elle avait réussi à obtenir la veille auprès de l'ancien intendant de la Douairière. « Votre tante Augusta a invité toute la noblesse de la province sous le pavillon d'honneur de Vence aujourd'hui, dit-elle d'une voix ferme. Elle a l'intention de déclarer publiquement que je tente de vendre en secret le bois précieux de Valois pour rembourser les dettes personnelles de mon père. Elle a même fait falsifier un contrat de vente pour en apporter la preuve. Elle veut me faire passer pour une voleuse et une intruse afin de forcer l'annulation de notre mariage. » Christian se tendit, ses yeux sombres brillant d'une colère froide. Il prit les documents des mains de sa femme et les parcourut rapidement. « Et ceci ?» demanda-t-il en désignant le registre de comptes. « C'est la preuve que votre tante détourne depuis 3 ans
les fonds de la caisse de bienfaisance des orphelins du domaine, pour payer ses propres dettes de jeu à Paris, répondit Geneviève. J'allais l'affronter seul. Christian posa les papiers sur ses genoux et la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il y avait dans ses yeux de la surprise, mais aussi une admiration sans borne pour le courage de son épouse. Il prit sa main gantée et la pressa doucement. Seul. Pensez-vous vraiment, Geneviève, que je vous laisserais affronter ce loup sans moi? Nous sommes mariés. Votre honneur est le mien. Nous allons lui montrer ce qu'il en coûte de s'attaquer aux Vance. Lorsque la calèche s'arrêta devant le pavillon d'honneur de la famille de Vance, une structure de bois décorée de draperies vertes et d'armoiries dorées, l'attention était à son comble. À l'intérieur, Augusta de Vance tenait salon au milieu d'un cercle d'aristocrates influents, dont le comte Charles de Montfort, qui observait la scène avec un sourire en coin. L'entrée de Christian et Geneviève fit sensation. Augusta se leva, son éventail tapotant sa paume avec un rythme sec et triomphant. « Ah, voici nos jeunes mariés !» s'exclama la douairière d'une voix forte pour attirer l'attention de toute l'assemblée. « Quelle joie de vous voir. Justement, ma chère Geneviève, nous parlions de votre famille. On me chuchote que vous vous intéressez d'un peu trop près aux forêts de Valois. Un marchand de bois de la ville prétend avoir reçu de votre main une offre de vente pour nos chênes centenaires. » Un murmure choqué courut parmi les invités. Les regards se tournèrent vers Geneviève, guettant sa honte ou ses larmes. Charles de Montfort s'avança d'un pas, l'air faussement inquiet. Geneviève fit un pas en avant, le visage serein. « Votre marchand de bois a été bien mal renseigné, ma tante, » répondit-elle d'une voix claire qui porta jusqu'aux limites du pavillon. « À moins qu'il n'ait confondu ma signature avec celle d'une personne habituée à falsifier les écritures. » Christian s'avança à ses côtés, dominant la foule de sa haute silhouette. Il posa une main protectrice sur la taille de Geneviève, affirmant leur unité devant tous. « Ma femme dit vrai, » déclara le marquis d'une voix de bronze qui fit taire instantanément les derniers chuchotements. « Et puisque nous parlons de transactions financières douteuses, je pense que nos amis ici présents seront fort intéressés par ceci. » D'un geste théâtral et calculé, Christian jeta le registre de compte et les lettres d'Augusta sur la table centrale, juste devant le préfet de la province. Voici les preuves irréfutables que la douairière Augusta de Vance utilise les fonds des œuvres de charité de cette province pour financer ses plaisirs parisiens depuis des années. Poursuivit Christian, son regard noir fixé sur sa tante blême. La fausse rumeur concernant ma femme n'était qu'une pitoyable tentative de diversion. Augusta laissa échapper un hoquet d'effroi. Elle tenta de s'emparer des papiers, mais le préfet l'en empêcha d'un geste ferme, commençant à lire les documents avec un sérieux gravissime. La gentry commença à s'écarter de la douairière, comme si elle était soudain devenue contagieuse. Le piège qu'elle avait tendu venait de se refermer sur elle, avec une violence inouïe. « C'est un mensonge, une machination de cette paysanne !» hurla Augusta, perdant toute sa superbe. « Assez, tante Augusta !» trancha Christian d'un ton sans réplique. « Pour préserver ce qui reste de votre dignité, vous quitterez la province dès ce soir pour vous retirer définitivement dans notre manoir du Midi. Si vous refusez, je remettrai ces documents au procureur du roi. » La douairière comprit qu'elle avait perdu. Tremblante de rage et de honte, elle ramassa ses effets et quitta le pavillon sous les regards méprisants de ceux qui, quelques minutes plus tôt, lui faisaient la cour. Christian se tourna vers Geneviève. Devant toute l'assemblée encore sous le choc, il prit délicatement sa main blessée, enveloppée dans son bandage de lin sous son gant, et y déposa un baiser respectueux et passionné. « Messieurs, mesdames, » dit Christian en s'adressant à la foule, « je vous présente la marquise de Vance. Quiconque doutera à l'avenir de son intégrité ou de sa place à mes côtés devra en répondre devant moi. » Charles de Montfort inclina la tête, son sourire en coin teinté cette fois d'un respect sincère pour la force de ce couple. Les invités commencèrent à s'approcher pour féliciter chaleureusement Geneviève, reconnaissant sa victoire définitive.
Alors qu'il s'éloignait un instant de la foule pour retrouver la fraîcheur du parc, Geneviève croisa le regard de Christian. « Nous avons gagné », murmura-t-elle, le cœur léger. « Non, Geneviève », répondit-il avec un sourire d'une douceur infinie, en serrant sa main contre son cœur. « Nous avons fait bien plus que cela. Nous avons prouvé que rien ne peut nous diviser. » La défaite d'Augusta était consommée et leur alliance autrefois forcée venait de se transformer en un partenariat indissoluble aux yeux du monde. La nuit s'était d'encre lorsqu'un cri strident déchira le silence du château de Vans. Geneviève se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. À travers les vitres de sa chambre, une lueur orangée et dansante filtrait à travers les rideaux de soie. Une odeur âcre de roussi et de fumée commençait déjà à s'infiltrer sous la porte. Sans hésiter, elle sauta du lit, enfila à la hâte une robe de chambre de laine épaisse et courut vers le couloir. Dans la cour d'honneur, c'était le chaos. La cloche d'alarme du domaine sonnait à toute volée, ses coups lugubres résonnant dans la vallée. Les palefreniers et les valets couraient en tous sens, portant des seaux d'eau en bois, mais leurs efforts semblaient dérisoires face aux flammes qui dévoraient déjà le toit de chaume de l'aile ouest des grandes écuries. C'était là que logeaient les chevaux de valeur du domaine, y compris le précieux étalon noir de Christian. Geneviève descendit les marches du perron en courant, le vent froid de la nuit fouettant son visage. Elle repéra immédiatement Christian au milieu de la fumée. Il avait tombé la veste, n'étant vêtu que de sa chemise blanche déjà noircie par la suie et de ses bottes de cuir. Il criait des ordres pour organiser la chaîne de saut, mais la panique générale rendait ses consignes inaudibles. Les hennissements terrifiés des chevaux prisonnières du brasier déchiraient la nuit. Soudain, Christian se tourna vers la porte principale de l'écurie, d'où s'échappait une fumée noire et épaisse. Il prit une couverture de laine, la trempa dans un baquet de seau et s'apprêta à pénétrer dans le bâtiment en feu. « Christian! Non !» cria Geneviève en se précipitant vers lui. Il se retourna, le visage tendu par l'effort et l'inquiétude. Ses yeux sombres brillèrent d'une lueur d'effroi en la voyant si proche du danger. « Geneviève, retournez au château !» ordonna-t-il d'une voix rauque. Le toit menace de s'effondrer d'un instant à l'autre. Les chevaux sont piégés à l'intérieur. Je dois sortir les talons. Vous n'y arriverez pas seul. Les bêtes sont folles de terreur. Elles vous piétineront. Avant qu'il ne puisse l'en empêcher, Geneviève s'empara d'une autre couverture, la plongea dans l'eau glacée du baquet et s'en enveloppa les épaules. Elle redressa le menton, fixant son époux avec cette résolution farouche qu'il lui connaissait si bien. « J'ai grandi au milieu des chevaux, Christian. Je sais comment les calmer. Nous y allons ensemble. » Christian la regarda une fraction de seconde. Il comprit qu'aucune force au monde ne ferait reculer sa femme. Un mélange de crainte et d'une immense fierté passa dans son regard. Il fit tourner une fois son anneau sigillaire d'un geste nerveux, puis hocha la tête. « Restez derrière moi, et si je vous dis de courir, vous courez. » Ils pénétrèrent dans l'écurie. L'air y était brûlant, saturé de fumée suffocante qui faisait pleurer les yeux. Le crépitement du bois sec qui brûlait se mêlait aux ruades désespérées des chevaux contre les cloisons de chêne. Christian se dirigea vers le box du grand étalon noir, qui se cabrait de terreur, écumant de rage. Le marquis tenta de l'approcher, mais l'animal menaçait de le blesser à chaque instant. Geneviève s'avança alors. Elle retira la couverture mouillée de ses épaules et s'approcha doucement de la bête en lui parlant d'une voix basse, calme et rythmée, faisant abstraction du sifflement des flammes au-dessus de leur tête. « Doucement, mon grand, doucement », murmura-t-elle, maintenant un ton monocorde et apaisant. D'un geste rapide et précis, elle jeta la couverture humide sur les yeux de l'étalon, lui masquant la vue du feu. Privé de la vision du danger, le cheval cessa de se cabrer, tremblant de tous ses membres. Geneviève s'empara immédiatement de son licol et le guida vers la sortie d'un pas ferme. Christian profita de cette accalmie pour ouvrir les autres boxes, libérant les juments qui s'engouffrèrent vers la liberté à la suite de l'étalon. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à sortir à leur tour, un craquement sinistre retentit au-dessus d'eux.
Une lourde poutre enflammée se détacha du plafond, menaçant de s'abattre directement sur Christian. « Christian, attention !» hurla Geneviève. N'écoutant que son courage, elle lâcha le licol de l'étalon et se jeta sur son époux, le poussant de toutes ses forces vers l'avant. Ils roulèrent tous deux sur le sol de paille humide, alors que la poutre s'écrasait dans un fracas d'étincelles, à l'endroit exact où le marquis se tenait une seconde plus tôt. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles dans la poussière et la fumée. Christian fut le premier à se redresser. Il prit le visage de Geneviève entre ses mains tremblantes, ignorant la suie qui couvrait ses propres doigts. Ses yeux sombres scrutaient ses traits avec une détresse et une intensité inédites. « Geneviève, mon Dieu, Geneviève, vous êtes blessée ?» murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Vous auriez pu y laisser la vie pour me sauver. »« Je vais bien, » répondit-elle dans un souffle, sa main venant se poser sur celle de Christian. « Et vous ?» Pour toute réponse, Christian l'attira contre sa poitrine dans une étreinte désespérée. Geneviève sentit le battement frénétique de son cœur et la force avec laquelle il la serrait, comme s'il craignait de la voir s'évanouir, s'il relâchait sa prise. Dans ce moment de danger extrême, toute barrière d'orgueil et de convenance s'était envolée. Ils sortirent enfin de l'écurie, tous deux noirs de suie, toussants mais vivants. Dehors, la chaîne d'eau avait enfin réussi à circonscrire l'incendie à l'aile ouest. Les chevaux étaient sains et saufs, regroupés dans le paddock sous la garde des valets. Lorsque le personnel vit le marquis et la marquise sortir ensemble du bâtiment en ruine, un silence respectueux s'établit. Les domestiques, qui avaient observé Geneviève avec méfiance depuis son arrivée, la regardaient désormais avec une admiration et une dévotion absolue. Elle n'était plus l'intruse sans fortune imposée par un mariage arrangé. Elle était la maîtresse du domaine qui avait risqué sa vie pour sauver les bêtes et leur maître. Madame Dupuis, la gouvernante, s'approcha avec des linges propres et une tasse de tisane chaude, s'inclinant bien plus bas que le protocole ne l'exigeait. « Que Dieu vous bénisse, Madame la Marquise, » dit la vieille femme d'une voix sincèrement émue. « Vous avez sauvé notre maison ce soir. » Christian prit un linge des mains de la gouvernante et commença à essuyer délicatement une traînée de suie sur la joue de Geneviève. Ces gestes étaient d'une tendresse infinie, visible aux yeux de tout le personnel réuni. « Rentrons, Geneviève, » dit-il doucement, son regard brillant d'une lumière nouvelle qui ne devait rien à l'incendie. « Vous avez besoin de repos. » Alors qu'il marchait vers le château, la main de Christian fermement serrée dans la sienne, Geneviève comprit que cette nuit venait de sceller leur destin. Ce n'était plus seulement du respect mutuel ou de la complicité face à l'adversité. Dans le brasier de l'écurie, leur amour venait de naître, indomptable et évident. Mais cette nouvelle vulnérabilité allait bientôt être mise à l'épreuve par les secrets du passé. Le lendemain de l'incendie, une atmosphère de reconstruction régnait sur le domaine. Christian avait passé la matinée avec les charpentiers pour planifier la réfection des écuries, laissant Geneviève seule au château. Désormais reconnue et respectée par l'ensemble du personnel, elle s'était attelée à sa tâche favorite, la gestion des baux des fermiers de Valois. Pour finaliser les nouveaux contrats qu'elle avait promis d'alléger, elle avait besoin des anciens registres cadastraux que Christian gardait dans son secrétaire personnel, au sein de son cabinet de travail. La pièce y était calme, baignée par la lumière grise d'un après-midi d'hiver. Geneviève s'assit derrière le grand bureau de chêne. Elle ressentait un étrange sentiment de paix en se trouvant là, entourée des objets familiers de l'homme qu'elle commençait à aimer profondément. Elle ouvrit le premier tiroir à la recherche des documents. N'y trouvant que des correspondances courantes, elle fit glisser son regard vers le double fond du secrétaire. Un petit compartiment dérobé dont Christian lui avait montré le mécanisme quelques jours plus tôt. Ses doigts effleurèrent le bois sculpté, libérant le panneau secret. À l'intérieur reposait une liasse de papiers officiels concernant le domaine de Valois, et posée juste au-dessus, une lettre scellée mais déjà ouverte, portant l'écriture fine et nerveuse de Christian.
Geneviève n'avait pas pour habitude de fouiller dans les secrets de son époux, mais son propre nom, écrit en lettres capitales sur le pli, attira son regard. Pensant qu'il s'agissait d'un document relatif à leurs arrangements financiers, elle déplia le papier. La lettre était adressée à Maître Durand, le notaire de la famille de Vence, et datée du lendemain du concours de tir, juste avant que Christian ne vienne lui proposer le mariage. Elle commença à lire, et le monde autour d'elle sembla soudain se vider de tout son air. « Mon cher Durand, écrivait Christian, la situation est critique, mais je tiens la solution. La demoiselle Mercier a remporté le domaine de Valois par un coup de chance insolent. Pour empêcher que cette terre ne nous échappe définitivement, et pour laver l'affront public de ma défaite, j'ai décidé de lui proposer un mariage de convenance. Elle est pauvre et désespérée. Elle acceptera. Une fois l'acte de mariage signé et les propriétés légalement fusionnées sous mon nom, la transaction sera scellée. Il sera alors aisé de l'éloigner dans notre manoir du Nord ou de l'exiler discrètement sous un prétexte de santé. Elle n'aura aucun rôle à jouer dans ma vie, ni dans la gestion de Vence. Ce mariage n'est qu'une formalité nécessaire, un prix à payer pour récupérer ce qui m'appartient. Préparez les contrats en ce sens. » Geneviève relut les lignes une seconde fois, puis une troisième, espérant avoir mal compris, cherchant une nuance qui n'existait pas. Les mots restaient là froids, implacables, gravés dans le papier par la plume de l'homme, en qui elle avait commencé à avoir confiance. Toutes les scènes de ces dernières semaines défilèrent devant ses yeux, teintées d'une cruelle ironie. La tendresse de Christian dans la bibliothèque, ses regards protecteurs lors du bal, ses mains chaudes sur son visage au milieu des ruines fumantes de l'écurie. Tout cela n'était-il qu'une comédie? Une mise en scène pour l'amadouer, pour la rendre docile jusqu'à ce que le piège se referme définitivement et qu'il puisse l'exiler sans bruit. Une douleur aiguë, mêlée d'une colère noire, lui serra la poitrine. Elle se leva brusquement, repoussant la chaise qui manqua de se renverser. Elle serra la lettre dans son poing. Le doute n'était plus permis. Elle avait été le jouet d'une transaction froide et calculée. Christian n'avait jamais voulu d'elle comme épouse ou comme partenaire. Il voulait simplement récupérer ses terres et se débarrasser de l'intruse qui l'avait humilié. « Je ne serai pas votre prisonnière, Christian, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux mais la voix ferme. Elle monta rapidement dans ses appartements. Sans appeler de femme de chambre, elle sortit sa petite valise de voyage, celle-là même avec laquelle elle était arrivée au château, et y jeta quelques vêtements simples, ses effets personnels, et surtout l'accord privé qu'ils avaient signé concernant la gestion de Valois. Elle retira de son doigt l'alliance d'or lourd des Vence et la déposa bien en évidence sur la coiffeuse. Lorsqu'elle descendit le grand escalier, sa valise à la main, elle trouva Madame Dupuis dans le hall d'entrée. La gouvernante, voyant la mine défaite de la marquise et son bagage, s'avança avec inquiétude. « Madame la marquise, y a-t-il un problème? Désirez-vous que je fasse préparer l'équipage ?»« Non, Madame Dupuis, » répondit Geneviève d'une voix blanche qui ne masquait pas sa détresse. « Je n'ai pas besoin de l'équipage de Monsieur le Marquis. Faites simplement atteler la petite charrette de livraison des Merciers qui se trouve encore dans la cour basse. Mais où allez-vous par ce froid, madame ? » « Je retourne chez moi, à Valois, » dit Geneviève, en redressant le menton une dernière fois. « Dites à votre maître que la revanche est terminée. Il a ses terres, mais il n'aura pas ma liberté. » Sans un regard en arrière, elle franchit la grande porte du château. Le vent d'hiver soufflait avec violence, faisant voler sa cape sombre autour d'elle. Quelques minutes plus tard, assise sur le banc de bois de la modeste charrette, elle quittait le domaine de Vence sous les yeux stupéfaits des domestiques réunis sur le perron. Le grand changement était consommé. La confiance fragile qui s'était bâtie entre les époux venait de voler en éclats. Geneviève avait rompu le lien, abandonnant le luxe du château pour retrouver sa solitude et sa terre de Valois, laissant Christian face au vide de sa propre demeure et aux conséquences de ses anciens mensonges. L'orage qui s'était abattu sur la province depuis le début de l'après-midi semblait vouloir noyer le domaine de Valois sous un déluge de fin du monde. Dans le petit salon de son enfance,
Geneviève Mercier, vêtue de sa vieille robe de laine grise, s'efforçait de raviver un feu récalcitrant dans la cheminée de pierre. Son père dormait à l'étage supérieur, apaisé par les remèdes que le médecin avait prescrits avant leur départ. Le calme de la maison aurait dû lui apporter la paix, mais son esprit était torturé par le souvenir des mots cruels écrits de la main de Christian. Sur la table de bois brut, la lettre froissée reposait à côté de son alliance d'or lourd, qu'elle avait refusé de porter une minute de plus. Soudain, à travers le fracas du tonnerre et le crépitement de la pluie contre les vitres, le bruit sourd et rapide d'un galop désespéré retentit dans l'allée. Geneviève se figea, le tisonnier à la main. Qui pouvait bien chevaucher par une telle tempête? Un instant plus tard, la lourde porte d'entrée du manoir fut secouée, puis s'ouvrit à la volée, dans un courant d'air glacé et humide. Christian de Vence se tenait sur le seuil. Il était méconnaissable. Le fier et impeccable marquis était trempé jusqu'aux os, sa chemise de lin collée à sa poitrine, ses cheveux noirs ruisselant d'eau sur son visage pâle. Il respirait avec difficulté, comme s'il avait couru aux côtés de sa monture. En voyant Geneviève debout près du feu, un soulagement si intense traversa ses traits qu'il sembla vaciller sur ses appuis. Il referma la porte derrière lui et fit plusieurs pas dans la pièce, laissant une traînée d'eau sur le parquet usé. « Geneviève », dit-il d'une voix rauque, brisée par l'effort et l'émotion. « Ne faites pas un pas de plus, monsieur le marquis », l'interrompit-elle d'une voix glaciale, bien que son cœur cogne violemment contre ses côtes. « Ce manoir est ma propriété. Vous n'y êtes pas le bienvenu. » Christian s'arrêta, les mains tremblantes de froid. Il fit tourner lentement son anneau sigillaire, un geste qui trahissait son immense détresse. « Je sais pourquoi vous êtes parti, » murmura-t-il en fixant la lettre posée sur la table. « Madame Dupuis m'a dit ce que vous aviez trouvé dans mon secrétaire. »« Vous ne niez donc pas ?» répliqua Geneviève, les larmes aux yeux, mais le menton levé, refusant de faiblir devant lui. « Vous avez planifié mon exil avant même de m'avoir épousé. Tout ce que nous avons vécu, ces moments dans la bibliothèque, votre soutien face à votre tante, votre tendresse, tout cela n'était qu'une comédie pour me rendre docile et récupérer Valois sans bruit. »« Non !» s'écria Christian en faisant un pas vers elle, le visage tordu par la douleur. « Par tout ce que j'ai de plus sacré, Geneviève, c'est faux. Cette lettre a été écrite le lendemain du tournoi. À cette époque, je ne vous connaissais pas. Je ne voyais en vous que l'adversaire insolent qui venait de ruiner mes plans et d'humilier mon nom. J'étais un homme acculé par les dettes, aveuglé par l'orgueil et le devoir familial. J'ai écrit ces lignes froides parce que je croyais que le monde n'était fait que de calculs et de rapports de force. » Il s'approcha encore, ignorant le tisonnier qu'elle tenait toujours comme une barrière entre eux. « Mais j'ai appris à vous connaître, » poursuivit-il, sa voix tremblant imperceptiblement. « J'ai vu votre courage face à ma tante, votre dignité dans nos salons, votre douceur avec les fermiers, et votre héroïsme cette nuit où vous avez risqué votre vie pour me sauver des flammes. Vous avez brisé toutes mes certitudes, Geneviève. L'homme qui a écrit cette lettre est mort le jour où il a commencé à vous aimer. » Geneviève secoua la tête, le doute et la souffrance embrumant ses pensées. « C'est trop facile, Christian. Comment puis-je croire que vous ne jouez pas encore la comédie pour préserver votre domaine? Valois est tout ce qui vous importe. » Christian la fixa, ses yeux sombres brillant d'une résolution absolue. Sans un mot, il glissa sa main tremblante de froid dans la poche intérieure de sa veste de cuir trempé. Il en sortit un parchemin scellé d'un ruban vert, qu'il avait réussi à préserver de l'eau, et le déposa sur la table, juste à côté de l'alliance abandonnée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Geneviève, méfiante. « C'est l'acte de propriété exclusif du domaine de Valois, » répondit Christian d'une voix basse et solennelle. « Je suis allé voir Maître Durand ce matin sous la pluie. J'ai fait rédiger ce document par lequel je vous cède, à vous seul et à votre famille, la propriété absolue et inconditionnelle de ces terres. Ce n'est plus un contrat de mariage, ce n'est plus une alliance de convenance. Valois est à vous, Geneviève, légalement, définitivement. » Geneviève le dévisagea, le souffle coupé. Elle fit un pas vers la table et effleura le parchemin.
Elle y vit la signature de Christian, nette et officielle, apposée sous le sceau du notaire. Il venait de lui donner, sans aucune contrepartie, la terre pour laquelle il s'était battu avec tant d'acharnement. « Pourquoi faites-vous cela ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'incompréhension. « Parce que je me fiche de ces terres si vous n'êtes pas là pour les fouler à mes côtés, » répondit Christian, en faisant le dernier pas qui le séparait d'elle. Il prit délicatement le tisonnier de ses mains et le posa au sol, puis saisit ses mains froides entre ses paumes brûlantes de fièvre. « Prenez Valois, Geneviève. Gardez ce domaine pour votre père et vos sœurs. Vous êtes libre désormais. Vous pouvez me chasser de cette maison et ne plus jamais me revoir, et vous serez à l'abri du besoin pour toujours. » Il baissa les yeux, son orgueil légendaire s'effondrant totalement devant elle. « Mais si vous décidez de revenir avec moi à Vence, poursuivit-il, en relevant son regard baigné de larmes vers le sien, ce ne sera pas pour un contrat, ni pour sauver votre famille. Ce sera parce que vous m'avez pardonné. Ce sera parce que vous m'aimez autant que je vous aime. Le choix vous appartient, ma souveraine. » Geneviève observa cet homme fier, le plus puissant seigneur de la province, qui se tenait devant elle trempé, grelottant de froid, lui offrant sa fortune et sa vulnérabilité sur un plateau d'argent. Elle sentit sa colère s'évanouir, balayée par la sincérité absolue de son sacrifice. Christian venait de lui donner la plus belle des revanches, celle de renoncer à son domaine par amour pour elle. Elle leva sa main droite et posa doucement ses doigts contre la joue glacée de Christian. Il ferma les yeux au contact de sa peau, laissant échapper un soupir tremblant. « Vous êtes un imbécile, Christian de Vence, » murmura-t-elle avec une tendresse infinie. « Montez à cheval sous une telle tempête, vous allez prendre froid. » Christian rouvrit les yeux, une lueur d'espoir fou brillant dans son regard. « Est-ce un pardon, Geneviève ?» Pour toute réponse, elle prit l'alliance en or sur la table et la lui tendit. « Remettez-la à mon doigt, Christian. Mais cette fois, rappelez-vous que ce n'est pas un domaine que vous épousez. C'est une femme qui s'est visée droit au cœur. » Christian prit l'anneau et le fit glisser sur son doigt avec une dévotion presque religieuse, avant de sceller leur réconciliation par un baiser passionné qui balaya le froid de la tempête. Le grand changement était accompli. Ils n'étaient plus liés par les chaînes d'un contrat forcé, mais par la liberté d'un amour partagé. Le château de Vence n'avait jamais été aussi radieux que pour cette belle soirée de décembre. 300 bougies illuminaient la grande galerie des miroirs, faisant scintiller les dorures du plafond et les cristaux des lustres. La musique chaleureuse de l'orchestre remplissait l'air, se mêlant aux joyeux murmures d'une assemblée nombreuse. Toute la gentry de la province, autrefois si prompte aux médisances, avait répondu présente à l'invitation du marquis. Mais ce soir-là, il ne s'agissait plus de célébrer une alliance forcée ou de sauver les apparences après un scandale. C'était la fête d'un amour véritable et triomphant. Geneviève se tenait au haut du grand escalier de marbre, le bras glissé sous celui de son époux. Elle portait une robe de velours bleu roi, brodée de fils d'argent, qui rappelait la couleur du givre sur les fenêtres. À son cou brillait un simple médaillon d'or, contenant une mèche de cheveux de son père, désormais installé confortablement dans un pavillon chauffé du domaine, où sa santé se rétablissait de jour en jour. Geneviève ne ressemblait plus en rien à la jeune fille anxieuse en robe de laine usée, qui avait affronté l'aristocratie sur le pas de tir. Elle était sereine, magnifique, régnant sur la fête avec une grâce naturelle. À ses côtés, Christian était d'une élégance accomplie dans son habit noir. Il ne cherchait plus à masquer sa vulnérabilité sous un masque de marbre. Son regard sombre, lorsqu'il se posait sur son épouse, brillait d'une tendresse si évidente que personne dans la salle ne pouvait douter de sa dévotion. D'un geste machinal mais désormais apaisé, il fit tourner son anneau sigillaire autour de son doigt, avant d'effleurer doucement les doigts de Geneviève. « Vous êtes la plus belle femme que ces miroirs aient jamais reflétée, » murmura-t-il à son oreille, sa voix basse faisant frissonner la jeune femme. « Et vous, monsieur le marquis, êtes un hôte bien distrait, si vous ne pensez qu'à flatter votre épouse, » répondit-elle, avec un léger sourire provocateur, redressant légèrement le menton. « Flatter la marquise de Vence est devenu ma principale occupation, »
répliqua-t-il en embrassant du regard, son visage illuminé. Soudain, Christian leva la main pour faire signe à l'orchestre. La musique s'interrompit doucement, et le silence s'établit progressivement dans la grande galerie. Les invités se rapprochèrent du bas de l'escalier, levant leurs verres de cristal vers le couple seigneurial. Le comte Charles de Montfort, présent parmi les convives, s'inclina avec un sourire sincère, ravi du bonheur manifeste de ses anciens rivaux. Deux valets en livrée s'avancèrent alors, portant un lourd coffret d'acajou verni, incrusté de nacre, qu'ils déposèrent sur une table dressée au centre du palier. Christian fit un pas en avant, attirant Geneviève à ses côtés. Il s'adressa à la foule d'une voix claire, ferme et puissante, qui résonna sous les voûtes de la galerie. « Mes chers amis, dit le marquis, je vous ai rassemblés ce soir pour célébrer non seulement l'approche de la nouvelle année, mais aussi pour rendre hommage à la femme qui a transformé ma vie. La plupart d'entre vous se rappellent que le jour où mademoiselle Geneviève Mercier a remporté le domaine de Valois lors d'un concours de tir mémorable. Vous vous souvenez sans doute aussi de mon orgueil blessé et de la façon dont j'ai exigé une revanche devant l'autel pour conserver mes terres. Quelques rires légers et polis coururent parmi les invités, mais Christian resta sérieux, son regard se tournant vers Geneviève avec une gravité empreinte de passion. « Ce que vous ne savez pas, poursuivit-il, c'est que ce jour-là, j'ai cru imposer ma volonté, alors que je venais en réalité de trouver mon salut. Geneviève n'a pas seulement conquis Valois par la précision de son tir, elle a conquis ce château par son courage. Elle a sauvé ma maison par sa force de caractère, et elle a soumis mon orgueil en m'enseignant ce qu'était le véritable amour. » Christian se tourna vers le coffret d'acajou et en souleva le couvercle. Il en retira une arme magnifique, une carabine de chasse façonnée par le plus grand armurier de Paris. Le bois de noyer était sombre et veiné, et le canon en acier damassé était recouvert de gravures d'argent, représentant des feuillages de chêne et des ronces de rose. Sur la crosse, on pouvait lire une inscription gravée dans le métal. « À Geneviève, souveraine de Valois et de mon cœur. » Un murmure d'admiration traversa l'assemblée. Christian prit l'arme et la tendit à son épouse avec une déférence absolue. « J'ai exigé une revanche devant l'autel, Geneviève, dit-il d'une voix vibrant d'une émotion contenue. Aujourd'hui, devant tous nos pères, je m'avoue définitivement vaincu. Le domaine de Valois vous appartient, cette maison vous appartient, et mon cœur est à vous pour l'éternité. Acceptez ce présent comme le symbole de notre égale alliance. » Geneviève s'avança. Ses yeux brillaient de larmes de joie qu'elle ne chercha pas à cacher. Elle posa ses mains sur l'arme d'exception, sentant le travail délicat de l'argent sous ses doigts. Puis, élevant l'arme un instant comme pour saluer la foule avec l'aisance d'une chasseresse accomplie, elle la reposa dans son étui et se tourna vers son mari. Elle redressa le menton, fixant Christian avec tout l'amour qu'elle éprouvait pour lui. « J'accepte votre reddition, monsieur le marquis, dit-elle d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la salle. Mais sachez que dans ce duel de nos volontés, il n'y a pas de vaincu. Nous avons gagné tous les deux. » Christian n'attendit pas qu'elle ajoute un mot de plus. Il s'approcha d'elle, passa son bras autour de sa taille fine et la composa dans une étreinte passionnée. Il posa ses lèvres sur les siennes dans un baiser profond, tendre et scellant définitivement leur promesse. Des applaudissements enthousiastes et chaleureux éclatèrent dans toute la galerie des miroirs, couvrant le bruit des coupes de champagne que l'on choquait en leur honneur. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, Christian garda son visage à quelques centimètres du sien, ses mains serrant fermement celles de sa femme. « Le match est définitivement clos, marquise ?» murmura-t-il avec un sourire radieux. « Définitivement clos, Christian, » répondit-elle en appuyant sa tête contre son épaule. « La victoire est à nous. » Main dans la main, le marquis et la marquise de Vence descendirent le grand escalier de marbre pour rejoindre leurs invités. Le vent d'hiver pouvait bien souffler sur les forêts de Valois et les pierres du château. Plus rien ne viendrait troubler la chaleur du foyer qu'ils venaient de bâtir ensemble, égaux, libres et unis pour toujours.